France Maghreb 2. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le LGF jusque 18h en ce vendredi. Nous sommes le 20 juillet et j'espère que tout va bien pour vous. L'actualité est là et nous allons la commenter avec Tarek Mami que je salue. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ensemble jusque 18h avec plein de sujets à évoquer bien sûr tout à l'heure. Donc voici le programme, c'est parti. Alexandre. Merci. Hop, on y va avec le sommaire tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, Israël l'a fait, l'état d'apartheid inscrit dans la Constitution. Nous y reviendrons tout à l'heure. Affaire Tariq Ramadan accusé de viol, la version de Andayari s'effondre. Selon Le Point, elle se trouvait au mariage de son frère le soir où elle affirme avoir été violée. La demande de remise en liberté de Tariq Ramadan a été refusée aujourd'hui, c'est ce que l'on vient d'apprendre. Nous y reviendrons tout à l'heure. La question LGF. Affaire Alexandre Benalla, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné au Sénat au début de la semaine prochaine. Le président Emmanuel Macron doit-il prendre la parole? Doit-il s'expliquer selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook ou sur Twitter, LGF officiel. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 en ce vendredi 20 juillet avec Tarek Mami pour nous accompagner. Et vous, chers amis auditeurs, auditrices aussi, vous avez la parole, vous pouvez la prendre bien sûr en toute liberté au 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer. Y compris d'ailleurs, puisque vous êtes de plus en plus à nous appeler de l'étranger, 00 33 1 40 33 0. Alors, revenons sur ce qui fait... Alors, moi, avant de développer les faits, parce qu'il y a que les faits qui nous intéressent, Tarek, c'est que les médias sont en boucle depuis que l'on a appris l'affaire donc de cette vidéo. D'ailleurs, à tel point qu'on nous révèle d'ailleurs une nouvelle vidéo qui vient de sortir aujourd'hui, où ce monsieur, Alexandre Benalla, aurait agressé aussi une fille. On nous ressort aussi le fait qu'il avait il a commis quelques actes assez violents entre 2016 et 2017, qu'il a été le chauffeur de Arnaud Montebourg. Oui, Pour le coup, Arnaud Montebourg a été en réaction puisqu'il a créé un accident et il a tenté un délit de fuite. Arnaud Montebourg l'a licencié sur le champ. Il a été aussi chauffeur de Martine Aubry. Durant une campagne, je crois des primaires socialistes. Oui. Voilà, donc il a un sacré passé, et il est bien connu en tout cas des puissants de la République. Il est surtout bien connu dans le petit milieu des services sécuritaires entre eux. C'est ça. Alors, de garde du corps à garde à vue, les choses donc se sont donc accélérées brutalement ce matin. Tarek, ami auditeur, oui. Alexandre Benalla, il a tout d'abord été lâché par l'Élysée, qui a annoncé son licenciement avant d'être interrogé par la police judiciaire de Paris. Depuis 10 heures ce matin, il doit s'expliquer devant les enquêteurs, notamment pour des faits de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, mais aussi pour usurpation de fonctions et de port illégal d'un signe réservé à l'autorité publique. Je vous le rappelle, au moment de l'agression d'un manifestant, Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron, portait un casque de police sur la tête. Par ailleurs, on l'a appris en fin de matinée, un autre homme, Vincent Kras, a été lui aussi employé par la République En Marche, a été placé en garde à vue. Ce matin, il était présent aux côtés d'Alexandre Benalla au moment des faits. Et puis il faut préciser aussi que ce matin l'Élysée a lancé une procédure donc de licenciement, comme je disais tout à l'heure, contre Alexandre Benalla, car en plus de cette agression, il aurait été destinataire d'un document de la préfecture qui n'était pas autorisé à détenir. Voilà les informations. Pour l'heure. Vous pouvez rajouter un fait, c'est que donc quand ce monsieur Alexandre a commis sa violence place donc la Contrescarpe à Paris, dans le 5e arrondissement, à côté de la Sorbonne, et donc dans le quartier latin, il était accompagné de ce personnage là, le deuxième que vous avez cité, un ancien gendarme de Melun, qui lui, pour les mêmes faits, alors qu'il n'a pas commis de violence, cher Christophe, parce que vous voulez les faits, a été licencié immédiatement par la République En Marche. Par la République En Marche, et pas que 15 jours comme l'autre. Donc on peut se poser la question pourquoi. Absolument. Oui. Ouais. Autre question aussi, beaucoup de choses à éclaircir en tout cas sur l'implication de la hiérarchie policière dans cette affaire. Selon Europe 1, 3 policiers ont été suspendus de leurs fonctions, information qui a d'ailleurs été confirmée depuis. Il s'agit de 3 cadres de la préfecture de police de Paris, un commissaire, un commandant et le contrôleur général, donc 3 hauts gradés. Les 3 hommes sont suspectés d'avoir communiqué à Alexandre Benalla des images de vidéosurveillance sur lesquelles on le voit agresser un jeune manifestant le 1er mai. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur condamne lourdement ces agissements qui constituent un
un grave manquement à la déontologie, précise Gérard Collomb. Gérard Collomb qui sera d'ailleurs entendu, rappelons-le, dans cette affaire la semaine prochaine par la commission d'enquête parlementaire au Sénat. Alors ça, est-ce que c'est d'ailleurs de tradition, Tarek Non, c'est de première, Christophe. C'est une première. Oui, c'est une première. C'est qui, quelque part, quelles que soient les critiques qu'on va donner, et à raison, au président Macron, c'est que la machine juridique dans ce pays, quand elle se met en place, on a beau être président, soit qu'on n'a pas les moyens de l'arrêter, soit qu'on fait le choix de la laisser faire pour pouvoir nager après et montrer qu'on n'est pas complice. Mais c'est une des rares fois où la commission de loi, qui est une commission régulière à l'Assemblée nationale, se transforme en quelque sorte en tribunal de cet acte, et c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne avancée pour la République, parce qu'en France, il y a une tradition depuis 3 siècles que quand quelque chose arrive une fois, d'autres derrière peuvent l'utiliser comme précédent et comme jurisprudence pour obtenir la même chose. Donc c'est une très bonne chose. Alors cette affaire est forcément très embarrassante quand même, Tarek, oui, pour Emmanuel Macron, puisque après avoir défendu la décision de simplement mettre à pied celui qui était donc officiellement adjoint au chef de cabinet du président Macron, l'Élysée a donc changé son fusil d'épaule ce matin face à l'avalanche de révélations. Le président de la République n'avait plus d'autre choix, on peut l'imaginer ainsi, au risque d'être débordé peut-être par l'incendie politique, mais il aura toutefois, rappelons-le, attendre 36 heures après la révélation du scandale et plus de 3 mois après les faits pour que le chef de l'État, donc sous la contrainte politique peut-être, ne se décide à se séparer de celui qui, selon toute vraisemblance, est l'un de ses proches. Et c'est dans cette attente que le bât blesse, Tarek Mami, après avoir tardé à réagir. Les dégâts donc sur l'image du président, chantre de la République, exemplaire, à risque d'être terriblement conséquent, et la tempête politique donc elle n'est toujours pas retombée, bien au contraire. Les insoumis par exemple, comme les républicains et les socialistes, demandent toujours des comptes au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, dont certains d'ailleurs demandent la démission, mais également au Premier ministre et très directement au chef de l'État, pour déterminer donc les responsabilités du pouvoir dans ce qu'ils estiment être une volonté de couvrir, de protéger Alexandre Benalla, alors que l'enquête donc judiciaire, on en a parlé, s'accélère. Le chef de l'État donc pourrait donc être également obligé peut-être de faire son ménage, de faire le ménage en tout cas dans son équipe, de faire tomber des têtes peut-être dans son cabinet d'ailleurs à l'Élysée. Rien n'est exclu pour l'heure dans cette affaire. Alors, en tout cas, c'est une affaire qui embarrasse, ça c'est clair, Emmanuel Macron. Vous voyez, Christophe, que je vous ai pas coupé dans votre tirade, de laquelle je retiens un seul mot: risque. Risque 2. Deuxième chose, c'est une tirade qui n'est pas objective, c'est une tirade à charge uniquement contre le président. Quand on écoute cette tirade et qu'on est journaliste comme moi, qui a quand même roulé un peu sa bosse, qui écoute sagement ce qui se dit, l'attaque n'est pas faite à aucun moment contre celui qui commet l'acte de violence, mais elle est de votre première phrase. Je ne sais pas à quelle heure vous avez écrit ça et sous quelle, et j'allais dire c'est secondaire, mais de la première phrase à la dernière phrase, c'est une charge construite contre le président de la République, son action. Ce texte aurait été équilibré s'il y avait 3 phrases. La première, c'est: est-ce que on sait qui a pris la décision de la mise à pied des 15 jours? C'est le cabinet, c'est le chef du cabinet, c'est Macron, c'est le ministre de l'Intérieur, parce que quand on est journaliste d'investigation et qu'on inonde les plateaux, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Non, mais je ne sais pas. Informé. Non, on a des éléments, on a des réponses là-dessus. Qui a pris la décision? C'est le chef de cabinet, voilà, sous les ordres d'Emmanuel Macron. Ah oui. Bien sûr. Le chef de cabinet, vous le savez très bien, Tarek, ne prend pas de décision seul. Non. Il en informe le président à chaque fois. Oui, il en informe. C'est pas, il lui dit qu'est-ce que je fais, ou je fais ça, ou je fais ci. Alors, ce sont ces interprétations du fonctionnement de la Ve République qui, dans son article 16, je connais très bien. Voilà, donc vous les connaissez, le fonctionnement. Je connais très bien. C'est-à-dire que vous avez 2 façons de fonctionner. Vous avez les fonctionnaires qui règlent les problèmes entre eux, en espérant toujours que ça prend pas tâche. Et vous avez l'arrivée de l'information jusqu'à ce que le président soit responsable et prenne une décision. Je vous rappelle juste l'histoire de, comment s'appelle, la petite zigane, quand monsieur Hollande a fait le discours. Tous ses conseillers étaient contre lui, ils lui ont dit de ne pas faire le discours. Donc là, c'est de la responsabilité. Deuxième chose, vous dites 36 heures, je dis 24 heures à peine, parce qu'en fait, le scandale a éclaté
Non. Mardi soir, non, c'est mais, sorti. Oui, mardi soir avant 3h, quoi. Bon, Oui, machin, mardi soir. non, mais donc, le problème a éclaté à partir d'hier, 10h. D'hier, 10h, Christophe. À ce matin, 10h, il y a combien d'heures? Non, mais c'est pas hier 10h. C'est mercredi, on était en boucle déjà sur BFM là-dessus. Non. On était en boucle à partir, en gros, d'hier, on a sorti la vidéo. La vidéo est sortie avant-hier, le soir sur la télé. Bon, on va pas tergiverser sur 36 ou 48. Mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est la trajectoire de ce personnage que tout le monde connaît. Ouais. À quel moment il a dérapé? Et les questions, si j'ai travaillé à l'IGN, encore une fois, la police des polices, c'est pourquoi, quand on a eu l'information le 1er mai, l'un des deux, qui lui n'a pas commis d'acte de violence, a été viré sur place, et l'autre n'a pas été viré. Voilà les vraies questions. Oui. Voilà. Et les vraies questions, quand on les pose comme ça, on trouve une réponse. Ok? Parce que vous avez en politique, cher Christophe, je ne vais pas vous rappeler le précédent du fameux conseiller de M. Hollande, qui a été viré parce que il demandait au... Pour le cirage de chaussures. Non, mais l'autre, c'est lui qui a demandé à ce qu'on lui achète son pain au chocolat le matin. Ça a duré des mois, et tout d'un coup, c'est devenu la nouvelle. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, c'est toujours de dire à quel moment et pourquoi ça se passe. Ce monsieur a fait une faute, il a frappé un citoyen, il faut qu'il soit condamné, il faut qu'il paye le prix de la République. Mais par contre, qui lui a donné le casque de police? Qui lui a donné le brassard de police? C'est Macron? Il a dit, tiens, viens, Alexandre, je te donne l'ordre. Donc, qui lui a donné l'ordre aussi d'aller à cette manifestation? Oui, faire ce genre d'acte complètement voilà. D'accord, oui. Alors, celui qui lui a donné, non pas l'ordre, mais l'autorisation, c'est le ministère de l'Intérieur à travers la préfecture de police de Paris. Parce que ça ressemble quand même étrangement au vu de cette sanction. Et quand je rappelle d'ailleurs les propos hier matin du porte-parole de l'Élysée, qui prend d'ailleurs très peu la parole, je crois que c'était une première depuis l'arrivée à non, c'est la 4e. Roger Petit, qui dit que la sanction est suffisante. C'est insultant quand même quand on entend ça. Pardon, mais... Et vous savez, par exemple, aujourd'hui dans les réseaux, le Alexandre, on ne s'appelle même pas Bentala ou Benalla, il s'appelle Ben. Et quand vous dites... Dans la société française, Ben, ça renvoie à qui? Ça renvoie à un arabe, forcément, évidemment. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les médias appuient, ils parlent de l'affaire Benalla et plus Alexandre Benalla. Et maintenant, dans les réseaux sociaux d'extrême droite, on parle même plus de Benalla, c'est de Ben. Ouais. Parce que pour n'importe quel type d'extrême droite, Ben, c'est un Ben Ali, un Ben Salah, un Ben Omar, donc un arabe. Un arabe. Et de préférence musulman. Il serait marocain apparemment. Oui, mais lui, il est d'origine marocaine, celui-là. Oui, d'origine marocaine. Voilà. Ouais. 01 40 33 9000, est-ce que le président doit s'expliquer, Tarek? Le président, non seulement il doit s'expliquer, mais connaissant le mode de fonctionnement du président Macron, il s'en expliquera, mais il va laisser de l'eau couler sous la Seine pour que l'explication, quand elle viendra très glacée, très froide, sans aucune importance, parce qu'entre-temps, ce monsieur aurait été licencié, peut-être incarcéré pour quelques semaines, et il en tirera la conséquence positive en termes de communication. Il dit, quand j'ai pris les décisions nécessaires. Donc, il s'en exprimera, cher Christophe, mais pas tout de suite et pas à chaud. Comment expliquer, Tarek Pami, justement, qu'il y a une volonté, d'où vient-elle, d'installer, j'allais dire, un climat de tension dans ce pays. Vous posiez très justement la question, pourquoi cette affaire ne sort que maintenant, alors qu'on vient à peine de sortir de l'épisode de l'équipe de France de football qui a remporté la Coupe du Monde, où l'on voit à l'Elysée cette équipe Black. On a vu pire que ça, Christophe. On a vu pire que ça. D'abord, eux, ils se reconnaissent pas comme blanc, ils se définissent comme citoyens français. Et moi, j'ai été chercher sur beaucoup de télévisions, notamment des télévisions étrangères, cher Christophe, et notamment des vidéos qui sont passées plutôt sur les réseaux sociaux que sur les télévisions dites d'information continue. Et j'ai vu une image qui a dû sidérer plus d'1 million de fascistes dans ce pays. Une image dans laquelle Dombélé est assis, avec sa mère à droite habillée en blanc, avec un foulard sur la tête, avec sa sœur à gauche habillée en gris. C'est pas N'Golo Kanté, non? Ou en Kanté, en tout cas un des joueurs, avec sa sœur à gauche, avec un foulard sur la tête gris. Et les mecs ont dit disjoncté pour dire c'est ça la France d'aujourd'hui, c'est des Noirs, des musulmans et des Arabes qui sont installés dans l'Élysée avec des Blancs qui viennent leur servir à boire et à manger. C'est le monde à l'envers. Mais comment expliquer justement que cette extrême droite, au travers de différents groupes, je
pense au printemps républicain, riposte laïque, etc. D'ailleurs, qui, rappelons-le, ne souhaitait pas que la France gagne. Tout à fait. Face à la Croatie, ils étaient croates. Ils l'ont dit, affiché, il n'y a qu'à vérifier. Comment expliquer que ces gens ont autant de pouvoir? On rappelle l'affaire Menel. Vous savez, on a parlé il y a longtemps de la communauté juive de France avec ce qu'on a appelé par l'écrivain M. Cohen les Sayanim, c'est-à-dire des agents normands qui sont dans différentes places de la République et qui agissent dans leur intérêt. Donc ceux-là, on pourrait les appeler les Sayanim, j'allais dire de l'extrême droite française, parce que dans tous les échelons de la République, il y a des gens qui pensent droite, extrême droite, et forcément ces gens-là peuvent activer. Et quand ils détiennent une information comme celle-là, alors est-ce qu'ils l'ont gardée au frigo pour la sortir au bon moment, ou est-ce que quelqu'un leur a, réveillé la mémoire pour qu'ils la sortent maintenant? Mais en tout cas, je persiste ici sur France Maghreb 2, et ça me concerne, et ça concerne donc la ligne de la radio. Il s'agit d'une opération de manipulation politique pour casser le sentiment de vivre ensemble. On peut le conditionnel parce que ce n'est que votre interprétation. Non, mais c'est mon interprétation, voilà. Je veux vous la confirmer. En français et dans la religion musulmane, Christophe, il y a toujours des expressions qui disent de quelque chose de mal pour certains, ils essayent d'en tirer profit pour faire quelque chose de bien. Et moi, si vous voulez qu'on se mette à enquêter dossier à non, et avec tout ce qu'on aura sous la main, j'avais écrit sur Tariq Ramadan qu'à la fin des fins, l'affaire s'effondrera. Parce que nous ne sommes pas dans une opération, j'étais avocat, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, cher Christophe, dans une autre vie, parce que cette affaire de Tariq Ramadan, on va en parler tout à l'heure, n'est pas construite sur des faits juridiques, mais sur des faits politiques et idéologiques. Ouais. Nous sommes très exactement dans la même situation. Quoi qu'on pense de Tariq Ramadan, force est de le constater. Oui, non mais de toute façon, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Et je dis, dans quelques années probablement, nous pourrons dire que dans l'histoire de ce pays, toute proportion gardée, parce que je suis toujours dans la mesure, il y aurait eu au 19e siècle l'affaire Dreyfus, et il y aurait eu au 21e siècle l'affaire Tariq Ramadan. C'est-à-dire qu'on construit sur une vision politique, idéologique, de la haine de l'autre, une vision du monde qui fait que quand le droit se met en marche, ça met du temps. Pour Tariq Ramadan, c'est depuis février. Pour Dreyfus, ça a mis beaucoup plus de temps. Et donc, ça finira par éclabousser. Et quelqu'un, un jour, du côté de Mediapart, ou du côté de Canard enchaîné, ou de l'autre côté, démontreront qui aura sorti cette affaire de Ben, puisqu'aujourd'hui on l'appelle Ben, pour déstabiliser à la fois le président de la République et surtout pour casser le sentiment du vivre ensemble, parce qu'on était parti sur 2 mois d'amour de la France, partagé, en tout cas jusqu'à septembre et la rentrée. Oui, ça, on est d'accord. Et beaucoup ne veulent pas de ça, et veulent rappeler, en fait, ça me rappelle quelque part l'affaire Burkini, au mois d'août, d'il y a 2 ans ou 3 ans, cher Christophe. Ouais. Et donc, chaque fois que la France s'apaise et se met à faire quelque chose, il y a toujours quelques salopards, je le dis tel que je le pense, qui sont là pour remettre de l'huile sur le feu. Mais alors, dans cette affaire aussi, il y a quand même des révélations qui sont assez surprenantes. C'est que ce monsieur, apparemment, habitait un appartement appartenant à l'Élysée, avait une voiture de fonction qui n'avait pas lieu d'être, une voiture de fonction qui... normal pour la voiture de fonction. Je vais vous dire un truc, Christophe. Jusqu'à il y a pas plus tard que 2 jours. Oui, il a été dans le bus de l'équipe de France alors que normalement il devait plus sortir de l'Élysée. Non, si. Alors, bon... Non, mais après sa sanction, normalement, il devait plus sortir au nom de l'Élysée. Non. Dans sa sanction, il ne devait plus être donc responsable, entre guillemets, de la sécurité du président. C'est ça. Mais responsable des événements liés à l'Élysée. Ouais. Donc, faut lire les textes. On joue là-dessus. Non, mais vous n'avez plus le droit, Christophe, de prendre le micro à l'antenne, mais c'est vous qui préparez toute l'émission. Ouais. Bon. Donc, si on vous chope, donc ça vous choque pas, lui, qu'il soit dans le bus des joueurs? Moi, ce qui me choque, c'est une seule chose. Il a un appartement, une bagnole de fonction. Christophe, tout ça me choque. Tout ça me choque, et je l'ai dit 10 fois. Mais je répète. Moi, il y a les faits pour lesquels la personne a commis des actes, doit être sanctionnée, qu'il soit président de la République, qu'il soit Premier ministre, qu'il soit ministre de l'Intérieur ou ça s'appelle Ben. La sanction, celui qui commet l'acte d'erreur doit la payer. Oui, ça bien sûr qu'on est tous d'accord. Bon, alors la deuxième partie, ce qui m'intéresse tout autant, c'est-à-dire 50-50, c'est pourquoi cette affaire sort aujourd'hui. Alors je vous pose une dernière question là-dessus. Allez-y, cher. Dernière question pour qu'on puisse bien comprendre les différents éléments de cette affaire. Pourquoi alors, dès que le président Macron, ainsi que le ministre de l'Intérieur, ainsi que le chef de cabinet, tout son staff, dès qu'ils ont pris connaissance, c'est-à-dire le lendemain de cette vidéo, de ce fait, n'ont pas réagi immédiatement et engagé ce qu'ils ont fait ce matin, une procédure de licenciement, cette affaire aurait fait pchit, on n'en parlerait plus. Oui.
Et il aurait effectivement été le président qui continue de réclamer une république exemplaire, à commencer par lui. Là, ça fait tâche, Tarek, pardon de vous le dire. Excusez-moi, Christophe, pour la 51e fois. Si vous me demandez, est-ce que je considère, moi, Tarek Mami, éditorialiste à la radio, que M. Macron a fait une erreur en n'agissant pas avant, et peut-être même au début des 36 heures. La réponse est oui. La réponse est oui. D'accord. Mais moi, derrière, je pose la question, Ouais. pour tous ceux qui parlent de cette affaire, monsieur, je vous dis oui sur ça, qu'est-ce que vous me dites sur le timing de la publication de l'info? Bah, c'est vous, Christophe, qu'est-ce que vous tendre me le dites? bâton pour se faire battre, quoi, Non, je veux non, dire. Non. J'ai répondu, j'ai dit oui, Christophe. Oui, mais... Bon, répondez à ma question. Ouais. Pourquoi cette information, elle sort 3 jours après la Coupe du Monde, pas avant? Répondez-moi aussi Bah, franchement. non mais c'est clair, il y a une volonté de casser cette image qu'il y avait de France multicolore qui gagne une Coupe du Monde, jusqu'à même Marine Le Pen qui reconnaît que cette équipe de France reconnaît la France, etc. Enfin représente la France, pardon. Il y a une volonté, alors politique, journalistique, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a une volonté de casser effectivement ce vivre ensemble, ou en tout cas cet épisode, j'allais dire éphémère, de repos, de tension dans ce pays. Ça c'est clair. Mais il faut y rajouter que le président Macron et son staff ont tendu le bâton pour se faire battre. Je comprends pas, mais il faut. Puisqu'on dit grand 1, il est responsable. Oui, il est responsable. Excuse-moi. Quand on dit grand 2, c'est une manipulation, pourquoi rajouter en grand 3 et il faut? Parce que le problème, c'est qu'il s'est... vous l'avez, votre problème. Le problème, je vous dis, il est responsable. 1. Oui. Donc 2, c'est une manipulation politique. On aurait pu éviter ça, Tarek. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, on aurait pu éviter ça s'il n'avait pas commis d'erreur. Non, mais il a commis l'erreur. Ouais. Donc on l'assume. Il a commis. Il paye. Ouais. Je parle du président et je parle du voyou. Ouais. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut, à la télévision française et dans tous les médias, consacrer autant de temps pour dire pourquoi? Comment on explique d'ailleurs, Tarek? Il y a des règlements de compte là? Bien sûr, il y a des règlements de compte à l'intérieur des partis. Il y a des règlements de compte à l'intérieur de la police. La police est heureuse de cette affaire, Christophe. Et les syndicats apparemment ont été sommés de se taire. Hein. Non, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire, vous voyez bien que c'est pas la police. Oui, mais c'est encore pire l'image que ça renvoie. Voilà. Hein? Mais vous voyez bien que c'est des gens qui ne sont pas de la police, qui mettent des uniformes de la police. Et même si c'était un policier, des policiers comme ça, c'est une minorité. Donc c'est une aubaine pour beaucoup de gens. Pour moi, c'est une double aubaine. C'est une aubaine pour les gens d'extrême droite pour dire la France ne peut pas être noire, arabe, musulmane et multiculturelle. Et pour les fractions les plus extrémistes de la police, de dire voilà, la police, à la limite, ce qu'on va vous dire, Christophe, à côté de ce qu'a fait ce salopard, la police, elle est propre. Vous pouvez pas quand même comparer un type qui n'est pas policier, qui met un casque et qui vient taper quelqu'un qu'on a arrêté, par rapport à, y compris celui qui a tué X ou Y, qui était dans l'exercice de sa fonction et qui n'a pas eu le discernement. Vous voyez la manipulation politique, où est-ce qu'elle est? Ouais, sauf qu'il y a quand même 2 faits qui n'ont pas été rapportés par les médias. Il y a 15 jours, un homme a été tué par un tir de flashball par la police dans l'Aisne. Oui. Et le soir de la finale, à Lyon, un lycéen est éborgné, c'est-à-dire qu'il a touché un œil. Il a perdu un œil suite à un tir de flashball. Voilà, ça on n'en parle pas. Ah ben vous appellerez nos amis. À Lyon, ça s'est passé. Non, on appellera nos amis de la grande presse pour dire pourquoi autant de temps sur Ben, violent, et pas autant de temps sur, je vais l'appeler André, le policier qui a fait ça. Pourquoi? Ouais. C'est tout. Bon, finalement, on tombe d'accord alors. Non, on a toujours été d'accord, mais moi, c'est les chemins pour y arriver qui n'ont pas été les mêmes empruntés. Voilà, qui sont difficiles, et le logique de construction politique. Alors, on va voir ce qu'en pensent peut-être nos auditeurs. Allô, bonjour. C'est à eux. Ah oui. Bonjour Christophe. Bonjour, quel est votre prénom? Abdel. Alors Abdel, on t'écoute. Nous appelle d'où? Tu t'appelles d'où, Abdel? De Paris? De 92. 92. Ah, du côté de Sarkozy, quoi. Oui. Alors, je sais plus où il est, lui. Hein. Moi, j'ai une autre vision. Ça me rappelle l'affaire de Trump. Avant qu'il transfère l'ambassade à Israël américaine, on lui avait mis l'affaire de cette fameuse dame qui faisait du porno. La presse s'est acharnée, elle lui a mis en boucle, elle arrêtait pas de mettre en boucle cette affaire. Et comme par hasard, parce que c'est surtout les journalistes qui ont fait pression. Ils ont fait pression pour servir à Israël, pour moi. Et quand Monsieur Trump a transmis cette ambassade à Israël, comme par hasard, on a pu parler de ce scandale, on l'a laissé tranquille. Bon, alors la comparaison, j'ai l'impression que Monsieur Macron est dans la même position. Je pense qu'il va avoir un revirement de ces décisions. Il faut savoir c'est que c'est inadmissible son refus
de sortir de cet accord nucléaire de l'Iran. C'est inadmissible pour Israël et pour pas mal de pays. Et aussi, vous allez voir, il va y avoir un changement de un virement inattendu de la part de Macron dans ses politiques étrangères. Soit il va mettre l'ambassade française comme l'a fait Trump, soit il va sortir de l'accord iranien et la presse française qui est pro-israélienne arrêtera de l'embêter avec cette affaire ou des affaires qu'ils ont dans un sac. Bon, Abdel, c'est une hypothèse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, vous l'avez donné. Je dis extrême droite, il dit plutôt l'oppositionniste. Oui, voilà. Bon, finalement, de toute façon, ces deux-là ont un intérêt commun. C'est tout le bazar en France. On se retrouve dans un instant et justement, tiens, on va y aller en Israël parce qu'il s'est passé quelque chose qui a absolument pas été couvert par la presse française. Si on avait passé autant de temps à expliquer aux Français ce qui est en train de se passer en Israël aujourd'hui. On en reparle sur France Maghreb 2 dans un instant avec Tarek Mami. Oui, l'état d'apartheid, ça y est, c'est fait, il l'assume en plus. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. La question qui vous est posée aujourd'hui sur France Maghreb 2, est-ce que le président de la République Emmanuel Macron doit s'expliquer par rapport à cette affaire Alexandre Benalla? Vous répondez oui et vous êtes en grande majorité à dire oui puisque vous êtes 80% à dire qu'il doit s'expliquer, il doit parler, il doit prendre la parole et peut-être nous apporter des éléments qu'on n'a pas pour l'instant. En tout cas, il doit procéder donc à une explication. Petite question supplémentaire qui n'est pas posée mais qui est écoutable. Pensez-vous qu'il s'agit d'une manipulation politique? Pensez-vous que la sortie de cette information 3 jours après la Coupe du Monde est une opération de manipulation politique? Et je pense que la réponse sera à 80% aussi de oui. Alors, chose regrettable pour Emmanuel Macron, c'est que la cote de popularité, il aurait pu en bénéficier en son temps. Jacques Chirac l'avait goûté oui. Après la victoire de l'équipe de France lors du Mondial 98. Bon là, visiblement, ça semble être pas le cas puisqu'il a perdu encore 2 points. Bon, grosso modo, il reste à 38 ou 39% d'opinion favorable, ce qui est encore pas mal, on va dire. Mais le taux d'insatisfait, en tout cas, a grossi. Donc c'est dommage, il n'a pas pu profiter de cela. Avant de parler d'Israël et de ce qui s'est passé cette semaine à la Knesset, après 7 ans de discussion quand même, hein, avec Mamie, je crois. Une bonne dizaine d'années. Ouais, voilà, c'est ça. Donc Samy nous appelle de Champigny. Salut Samy. Ouais, salut Christophe. Bonjour monsieur, je sais pas son prénom. Tarek Mami. Bonjour cher monsieur. Tarek Mami, bonjour. Bonjour cher monsieur. Ouais, en fait, je vous appelle parce que moi je voudrais intervenir sur l'histoire de ce monsieur qui a agressé. Allez-y. Allez-y. Pour moi, franchement. Bon, maintenant, on va parler sur le mauvais ordre qu'il a. Il y a un mauvais ordre quand même en France. On voit bien qu'il y a du laxisme, c'est tout et n'importe quoi. Vous parlez tout à l'heure de policier, que le monsieur se déguise en policier pour pouvoir frapper des gens. Oui. On va dire, pour moi, l'acte qu'il a fait, il est très grave quand même. Par rapport à ce qu'il a fait, c'est très très grave. Mais quand même, entre nous, on va au niveau de l'ordre en France, il y a un laisser-aller quand même. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est capable de se déguiser en policier et qui passe inaperçu auprès des autres policiers. Ça. Oui, non, c'est vrai. Il faut reconnaître, Christophe, quand même qu'il y a le désordre en France. C'est tout et n'importe quoi. Il y a un tel laxisme que même la police, maintenant, elle a peur d'elle-même. Vous avez raison. Donc maintenant, c'est à l'État de s'occuper de ça. Macron, au lieu de s'amuser, là, aller d'acheter une villa avec la piscine là dans le sud. Non, il a pas acheté de villa, non. Il a juste fait rajouter une piscine à la villa qui existe, Briançon. Au lieu d'aller faire des conneries comme ça, va aider les vrais gens qui sont vraiment en galère, là, qui n'arrivent même plus à manger. Comme nous, les artisans, là, on s'est fait plomber. Il a dit qu'il y avait un plan pour les artisans, il n'y en a pas du tout, je vois pas la couleur. D'ailleurs, moi, je vais fermer à cause de lui parce que les charges, elles arrêtent pas d'être lourdes. C'est ça qui devrait s'occuper, ce monsieur. Qu'il arrête ses conneries, ce président, là, parce que là, on va le dégager. Il va dégager plus vite que prévu, je pense. Merci Samy. Bon courage en tout cas. Oui. 01 40 33 9000. Bah oui, c'est le franc-parler du peuple. 01 40 33 9000 dont on fait partie d'ailleurs. Tarek Mami, on part maintenant en Israël parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible cette semaine puisque la Knesset a voté. Donc cet état d'apartheid maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire clairement? On va essayer de parler simple, hein. En français facile, comme reprendre d'ailleurs une certaine radio. C'est en fait maintenant Israël est un état juif assumé et ne reconnaît plus finalement la citoyenneté arabe des Israéliens arabes. C'est plus compliqué que ça. Ah bah, bien sûr, j'imagine. Bon, moi je vous l'ai fait simpliste. À vous maintenant de compléter. Alors en fait, Israël est rentré aujourd'hui sur le chemin de l'apartheid reconnu, assumé, réclamé et soutenu. Oui. Par 2 ou 3 événements dans le texte de loi. Le premier, c'est que d'abord,
il dégrade la langue de ses citoyens. Oui. La langue arabe est la langue de 20% de la population qui vit en Israël, qui est israélien, qui a le passeport israélien. Donc 20% d'une population parle une langue. Et vous avez cette langue qui est dégradée, qui n'est plus une langue officielle, mais qui va être une langue tolérée de fait. Donc ça, c'est le premier signe de la langue hébreu qui sera donc la langue officielle unique. Voilà. Parce qu'avant, il y avait l'arabe aussi. Il y avait les deux. Il y avait les deux. Voilà. Donc ça, vous avez le premier point de la route de l'apartheid. Vous avez un deuxième point qui légifère et demande à ce que les fameuses colonies soient de plus en plus construites et partout. Oui. Donc ça, c'est de la colonisation contre les Palestiniens à l'extérieur et quelque part même contre les Arabes israéliens palestiniens, puisqu'il y a quelques zones encore dans lesquelles il n'y a que des Arabes palestiniens israéliens qui vivent. Vous avez un manque dans cette loi, et après on va à ce qui va être très grave. Elle parle de tout, de l'État juif, de l'identité, des colonies, de tout. Mais cette loi, cher Christophe, et personne ne le relève en France à ce jour, à ma connaissance, sans prétention, elle ne parle pas de frontières. Et quand une loi ne parle pas de frontières et ne le fixe pas, vous prenez un pays, bon, je peux prendre l'Algérie qui est au milieu, on dira l'Algérie est un pays qui fait X kilomètres, qui est délimité par sa droite par la Tunisie, qui est délimité par sa gauche par le Maroc, qui est délimité au nord par la mer Méditerranée et qui est délimité par le sud par le Sahara. Donc vous avez une géographie. En Israël, vous l'avez pas. Ça veut dire qu'Israël reste... C'est un pays qui n'a pas de frontières en fait. Non, mais qui n'a pas de frontières et qui ne veut pas les avoir parce qu'il considère que ses frontières d'aujourd'hui ne sont pas terminées. Voilà, il veut s'étendre. Et il veut s'étendre. Le grand Israël. Le grand Israël, qui donc, selon le drapeau israélien, irait du Nil, donc la totalité du Sinaï d'aujourd'hui, au Jourdain de l'autre côté. Donc la Jordanie, une partie de la Syrie, et tout ce que vous voulez comme géographie. Et ce problème, si vous voulez, mais la fameuse phrase de la seule démocratie israélienne, de la seule démocratie au Moyen-Orient, a une phrase terrible qui va être la seule démocratie pour les Juifs. Et donc, ce faisant, par cette loi, cher Christophe, on se retrouve dans la situation d'un ghetto. Les idéologues, beaucoup d'historiens et beaucoup de religieux juifs, mais pas la totalité, ont toujours considéré que les ghettos ont été imposés dans l'histoire de l'humanité aux juifs par les autres peuples, surtout par les chrétiens, et ils disent les ghettos c'est pas notre faute, les ghettos c'est la faute des autres qui nous ont imposé à y vivre. En faisant cette loi, en fait, Israël crée le ghetto et démontre à l'envers que les ghettos, des fois, elle les cherche et là, elle les cherche. Quand on parle des adversaires politiques, Christophe, la meilleure façon de faire, c'est toujours d'utiliser les arguments, utilisés à l'intérieur de cette même communauté, d'une communauté quelconque. Et je vous lis donc la phrase. Vous avez un historien israélien très connu, il s'appelle Zev Sternel, et il est spécialiste du fascisme dans le monde. Et qui écrit cet historien juif israélien spécialiste du fascisme qui vit là-bas, il fait une comparaison entre Israël d'aujourd'hui, et excusez-moi du peu, fermez les oreilles, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, il fait cette comparaison entre l'Israël d'aujourd'hui et l'Allemagne du début du nazisme. Donc c'est un historien israélien juif, spécialiste du fascisme, qui vous dit aujourd'hui Israël est en train d'emprunter les chemins du nazisme. Alors, je pense que ça sert à rien que nous on rapporte nos propres remarques et critiques. Quand vous avez un spécialiste, il y a une belle expression en langue arabe qui dit wa shahada shahidun min baytiha ou min asliha. Donc quand c'est quelqu'un de l'intérieur qui vient vous rapporter un fait, vous n'avez même pas à le commenter puisque le fait vient de l'intérieur. Plusieurs questions. Que vont devenir ces Arabes israéliens? Alors c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. En fait, les Israéliens, en tout cas les politiques israéliens sionistes, sont aujourd'hui schizophrènes. Je le dis tel que je le pense. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent rester entre eux, et de l'autre côté, ils refusent que quiconque dans l'humanité d'aujourd'hui critique cette vision du monde. Ils font une erreur historique.
Et moi, je relis beaucoup Ibn Khaldoun systématiquement quand il y a les crises, non pas pour parler d'Israël, Palestine, mais de parler des vieux peuples, des vieilles nations. Et ils lient leur avenir à l'avenir du leadership américain. Le leadership américain, l'empire américain, comme tous les leaderships et tous les empires, dure un temps. Et devant nos yeux, on voit non pas la fin, mais le déclin de la puissance de l'empire américain. Donc à partir du moment où vous êtes, et c'est un exemple que j'utilise souvent, cher Christophe, où vous êtes un petit bandit dans le quartier et que vous reposez sur le grand bandit du quartier, il faut savoir à l'avance que le jour où le grand bandit tombe, vous tombez vous-même. Et donc c'est un contresens historique que cette loi, d'abord vis-à-vis de la religion juive en général, parce qu'on peut être contre Israël et comprendre et lire la religion juive. Deuxièmement, c'est contre les juifs à travers le monde, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, aujourd'hui, être des institutions pro-israéliennes en France, défendre cette politique, parce que j'ai pas encore, moi, vu des gens parler de cette loi, cher Christophe, et je n'ai surtout pas vu... Non mais attendez, et j'attends de voir si des journalistes des médias, comment dire, d'information continue, recevraient des responsables de la communauté juive pour leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cette vision du monde? Et quelle que soit la réponse derrière, si c'est faisable là-bas, est-ce que vous acceptez qu'en France, on fasse une loi pour dire que la France est catholique? Auquel cas, vous n'avez pas votre place. Parce que la contradiction, moi je fais de la politique, Christophe, je fais de l'analyse juridique, de l'analyse politique avec du droit. La règle populaire veut que vous ne faites jamais aux autres ce que vous souhaitez pas ce que les autres vous feront. Et aujourd'hui, Israël est rentré en état d'apartheid, et je peux vous dire tel que je le pense, je ne sais pas si on sera tous encore vivants sur Terre quand la roue de l'histoire va tourner, et elle est en train de tourner, parce que quand vous voyez la résistance de Gaza, la vie à Gaza, qui depuis 10 ans, donc sous embargo, elle n'a rien, vous demandez comment les Palestiniens et les Gazaouis font pour vivre et survivre. Alors, plusieurs questions, évidemment, au vu de de ce vote qui a eu lieu à la Knesset, qui a quand même suscité entre 7 à 10 ans de discussion quand même. Hein. Oui. Alors, le timing... Avec 2 articles qui ont été retirés pour la forme, mais qui étaient précis et qui ont été réécrits d'une manière plus floue. Le timing est assez mal choisi, mais bon, ça, ils l'ont peut-être pas fait exprès. Ça tombe au moment, le jour même d'ailleurs, où Nelson Mandela aurait eu 100 ans. Ils s'en foutent de Mandela. Ouais. Bon, disons-le clairement. Oui, ils le font dans le cadre des 70 ans de la création d'Israël, comme le transfert de l'ambassade, comme plein d'autres choses. Et donc, Mandela, ils savent très bien ce qu'ils pensent d'eux, puisqu'il leur a balancé, quand il était à Ramallah, que l'indépendance de l'Afrique du Sud ne sera terminée que le jour où les Palestiniens obtiendront leur propre indépendance. Donc, Mandela, c'est pas leur tasse de thé. Très bien. C'est même leur ennemi. Imaginons, Tarek, que ce soit un autre pays qui ait fait ce genre de choses. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il aurait été au banc des piloris auprès des nations, par exemple? Aucune réaction de l'international, des responsables politiques de ce monde? Rien. Nada. Vous avez mieux que ça, cher Christophe. Vous avez le parti travailliste israélien, qui est censé être un parti de gauche, ouais, qui à certains moments a milité pour la solution des États, qui à certains moments a dit que ce que les Palestiniens subissent, j'allais dire, n'est pas acceptable pour une démocratie, et qui vient de se retirer il y a quelques semaines de l'international socialiste, parce que l'international socialiste, dans laquelle il y a y compris le PS français, hein, et bien d'autres... Ce qu'il en reste. Non, mais en tout cas, il est toujours, en tant qu'organisation, en dénoncer le comportement d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, rien que pour ça. D'ailleurs, avec le mot apartheid, je crois qu'il a été écrit par un député anglais ou du Nord, et en tout cas, ils se sont retirés de l'international socialiste. Donc aujourd'hui, le ghetto... Mais cette non-réaction, Tarek, de la part du monde, quoi, en général. Alors c'est 2 choses. Un, parce que aujourd'hui Israël est soutenu dans la presse mainstream, comme on dit, la presse internationale. Et 2, parce que le sentiment de culpabilité, en tout cas en Europe et en tout cas en France, est encore très grand par rapport à la lâcheté de la France, même si on ne dit pas de la République française entre 40 et 45, qui a fait que c'est la République qui a offert son propre peuple, ouais, les Juifs, aux nazis. Et donc il y a une espèce de sentiment de culpabilité. Mais il y a une volonté de foutre tous les Arabes, tous les Palestiniens dehors. Ça pourra pas se faire. On va les discriminer. En fait, la politique israélienne est de discriminer tellement que les gens auront marre et partent. Or, aujourd'hui, ni les Palestiniens, j'allais dire de la Palestine ou ce qu'il en reste, ni les Palestiniens de l'intérieur
ont décidé de ne pas partir parce qu'aujourd'hui, ils mènent une bataille de liberté et de libération et les Israéliens n'arrivent pas à comprendre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de, de commissions de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi les grands-parents et les anciens parents en 48, en 56 et en 67 se sont cassés au début de la guerre et pourquoi les jeunes générations aujourd'hui qui ont moins de 15 ans, moins de 10 ans, moins de 20 ans refusent de partir malgré le sort qu'on leur fait. Alors, non-réaction du monde, on peut le comprendre, enfin, on peut l'imaginer, le comprendre en tout cas, en toute logique, mais la non-réaction, je ne crois pas, en tout cas, avoir vu, l'autorité palestinienne, elle est où là? Ben, il n'y a plus d'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, il a pas pris la parole. Oui, mais de toute façon... Les pays arabes, ils sont où? Il n'y a plus de pays arabes. Ouais. Il n'y a plus de pays musulmans. Aujourd'hui, il y a les Palestiniens qui prennent en charge leur défense. Et il y a les amis de la liberté, cher Christophe, à travers le monde. Y compris d'ailleurs, quand je dis pays arabes, je dis aussi l'Algérie qui se revendique être un ami de la Palestine. Qu'est-ce qu'ils attendent pour s'exprimer? Non, mais qu'elle s'exprime ou qu'elle sorte un communiqué de presse, ça ne changera rien, cher Christophe. Oui, mais au moins c'est fait, quand même. Non, mais si vous voulez, on va demander aux ministres des Affaires étrangères de publier un communiqué. Mais ça change rien. Aujourd'hui, le monde arabe est dans une situation léthargique, créée d'abord par eux-mêmes. Ouais. Parce que quand vous avez un type, quel que soit le pays, qui s'installe à vie comme président de la République, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit, j'allais dire, au Maroc, c'est différent. Au Maroc, c'est Maroc, parce que c'est le système royal. En Libye, en Égypte, tout ce que vous voulez. Ouais. Vous avez détruit la confiance du peuple dans le gouvernement. Donc, il y a une coupure. Vous avez ça. La deuxième chose, vous savez, j'ai lu un article il y a 3 jours, d'un chercheur, américain, de gauche, comme on dit, même si aux États-Unis il n'y a pas de gauche. Pouvez-vous, cher Christophe, donner une estimation du nombre de morts dans le monde arabo-musulman depuis 2003 et l'invasion de l'Irak? Ça doit être impressionnant. Allez-y. Bon, je sais pas, ça doit au moins plusieurs millions. Non mais, combien de millions? 3 millions. Rajoutez, doublé. 6. Doublé. Non, pas doublé. Il estime entre 7 et 10 millions de morts. Ouais. Voilà. Quand vous avez des pays qui sont déchirés, avec en gros, il dit au bas mot, si je me trompe dans tous les calculs, c'est 5 millions de morts par les Américains. Et vous n'avez pas de réaction en face d'unité nationale, de résistance pour résister à ça, ouais. Vous pouvez comprendre qu'en face, vous avez des wahhabites qui, je cherche même plus de qualificatif à leur donner, dont l'ennemi principal est un autre musulman chiite, et pas le colon et le colonisateur. Quand vous avez des déchirures comme celle-là, vous posez la question à quoi sert, j'allais dire, non pas le monde musulman, non pas le peuple musulman, mais les dirigeants musulmans et arabes, et on fait une petite... Ils sont discrédités, quoi. Ils sont hors course, hors jeu. Oui, voilà, on fait une petite digression. Ce que vous avez dans l'organisation de l'islam en France, ou de France, c'est le petit exemple de ce qui se passe de l'autre côté. Quand vous avez 26 chefs d'État qui ne peuvent pas s'asseoir autour de la table et dire, comme on a fait tout à l'heure dans le débat contradictoire. C'est un peu d'ailleurs ce qui est en train de se passer en Europe. Hein. Oui, non mais tout à l'heure, Christophe, on a commencé par dire, c'est Macron le responsable, c'est Ben le responsable, c'est l'opportunité. Les gens s'écoutent et on arrive à échanger et à avoir une définition, j'allais dire, plus ou moins commune. C'est ce que fait l'Union européenne, qui a commencé sur l'acier. Aujourd'hui, dans le monde arabe, vous n'avez pas 2 chefs d'État qui peuvent s'asseoir en tête à tête et se parler franchement. Vous lisez encore le communiqué en 2018. Les 2 chefs d'État se sont réunis, ont discuté des problèmes qui intéressent les 2 pays et se sont mis d'accord sur la solution à prendre. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous comprenez dans un... c'est un peu le problème que... entre l'Algérie et le Maroc, on salue d'ailleurs l'initiative de cette marche. Oui, qui va venir le 22 là. Oui, mais bon, après ça, si les deux responsables de ce pays ne s'assoient pas à une table et décident ensemble de régler les problèmes qui effectivement sont là pour empoisonner les relations et qui causent quand même un sacré problème, c'est cette frontière fermée depuis 94 à l'initiative du Maroc, rappelons-le. Oui. Qu'est-ce qui les empêche, Tarek Pabi, à ces 2 dirigeants, à l'Algérie et au Maroc, de s'asseoir et de dire, bon, on va régler une partie de nos problèmes, nos différences sont peut-être là, on va essayer de les atténuer, ou en tout cas de trouver une solution, mais en attendant, on ouvre les frontières. Est-ce que vous voulez la solution simple ou la solution compliquée, cher La solution simple, c'est toujours mieux. Hein. J'ai des intérêts à défendre, et si je trouve une solution, je perds mes intérêts. Ça vous va? Voilà. Bon. Karim. Oui. Bonjour Karim, il nous appelle d'où, Karim? Salam alaikum, Christophe, salam alaikum, Tarek. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Karim? Orléans, très bien, 102.6. 102.6 la fréquence. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vais parler des 2 sujets vite fait. Hein. Déjà, la première histoire du garde du corps, ou je sais pas quoi, de Macron, là. Vous dites que il est peut-être, vous avez dit qu'il était d'origine marocaine? Oui, a priori. Ouais, mais bon.
avec le nom qu'il a, c'est plus une connotation d'une autre religion, pour moi, non? Après, nous, on rentre pas dans ce détail. Nous, ce qui nous intéresse, ce qu'il a fait. C'est clair, Tariq, mais quand même, voilà. Moi, pour moi, ce nom a l'air, voilà. Non, mais alors on va inverser. Alors là, je vais faire la défense du diable. Je sais pas. Non, moi, je vais faire la défense du diable. Ouais, pour moi, ça a l'air ça un peu, Christophe. Non, mais moi, je vais faire la défense du diable. Si c'est pour dire qu'il est de la communauté juive, comment la communauté juive a laissé partir cette information? Ah oui, d'autant que... mais pour moi, ça n'a pas l'air d'un nom arabe, ça, un peu. Non, mais moi, je pose toutes les questions qui me font mal à moi avant de faire mal aux autres. Voilà. Pour moi, ça n'a pas l'air d'un nom. Ok, mais alors comment ça se fait que les responsables de la communauté juive n'ont pas Alexandre, désolé, Tarek. En plus, il s'appelle Alexandre. Vous savez ce que c'est, Alexandre, en arabe? Ouais, Manarach. Iskandar. Comment? Iskandar. Et vous avez plein de gens en Tunisie, puisque vous avez l'accent tunisien. Vous avez plein de gens qui s'appellent Iskandar. Ah, vous avez détecté l'accent tunisien qui arrive. Formidable. Sur Israël, là. Qu'est-ce que j'allais dire? En plus, une fois, j'avais trouvé un article dans un magazine. Je voulais faire passer à la radio, mais bon. Même, c'était un journaliste d'Europe 1 qui disait comment il était parti en Palestine et que même il avait vu que les gamins, ils avaient même pas le droit d'avoir des ballons de foot. Il a été choqué, il a dit ça m'a ému, un truc de ouf. Envoyez, s'il vous plaît. Il leur a ramené des ballons et il a dit ça a été le plus beau jour de ma vie. Pour vous dire que ces gens-là sont vraiment envoyez-nous. Merci Karim. Envoyez-nous cet article, s'il vous plaît, soit par le Facebook de la radio, soit voilà, si vous l'avez, vous l'envoyez. Et une dernière chose. Allez-y. Écoutez, il y a un clip sur YouTube, ça fait longtemps qu'il est. Ça s'appelle, le groupe il s'appelle 210 All Star. 210 All Star. Et la chanson elle s'appelle Révolution. Vous allez voir, c'est un clip magnifique, une chanson magnifique. On va regarder. Regardez-là, 210 All Star, Révolution. Merci Karim. Vas-y, salam alaikum, vous êtes France Maghreb 2, c'est clair. Vous êtes bien tunisien, hein, Karim, c'est ça? C'est. Ah, très bien. Non, parce que là, ça m'a épaté, là, pour le coup. 01 40 33 9000. Christophe, vous savez que les yeux, ça sert à voir. Oui. Et les oreilles, ça sert à écouter. Voilà. Ouais, non, mais là, mais c'est très fort, parce que l'accent tunisien, on le détecte assez facilement, mais là, il était difficilement détectable, pour le coup, chez Karim, je trouve, hein. Ouais. Mais bon. 01 40 33 9000, sur cette situation donc d'Israël, donc sur cette loi, c'est une loi, hein, qui fait, une loi adoptée par le Parlement local, qui fait donc de cet État un État exclusivement juif, avec une seule et unique langue, l'hébreu, officielle. Donc l'arabe disparaît. De la langue officielle. Rappelons combien il y a d'arabes citoyens. Combien? 20%. 20%, voilà, c'est ça. 20% de gens qui ne sont plus, que l'on ne reconnaît plus. Une boutade, Christophe. Oui. Demain, le président Macron, qui est en super forme avec les sondages, qu'il est en train de réaliser la Coupe du Monde, il adopte une loi pour supprimer donc de l'usage la langue corse. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la France et au niveau du monde? Le président, il dit, la langue corse, elle n'est pas officielle en France, faut être clair. Non. Mais, non, elle n'est pas officielle. Il n'y a qu'une seule langue en France, c'est le français. Mais imaginez que demain, il dit, plus de langue corse en Corse, plus de langue corse dans les écoles corses. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Là, votre définition de dictateur tout à l'heure avec laquelle j'étais pas d'accord hors antenne, s'appliquerait peut-être. Non. Quand on enlève une partie, quand on enlève une partie de ce qu'on fait dans la vie, et on est dans l'émission LGF, donc on sait de quoi on parle, quand on coupe une partie de l'identité, vous connaissez les conséquences manifestes et malheureuses qu'ils produisent. Cet état d'apartheid était jusqu'à aujourd'hui, cher Christophe, de fait. Oui. Aujourd'hui, il devient de droit. Officiel. Karim, un autre Karim, qui lui nous appelle de Tremblay dans le 93. Bonjour Karim. Et lui, il sera algérien, d'origine. Oui. Ah, je ne sais pas. Karim. Et il sera d'origine algérienne. Karim. Vous avez deviné, je ne sais pas comment vous avez fait. Oui, allez-y. Allez-y, Karim. Donc oui, moi je me prépare une intervention par rapport à. Je me prépare à d'autres professions dans la vie. Hein. Oui, non, gardez la vôtre, c'est mieux. Karim, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à l'auditeur qui vient de passer, alors par rapport à l'affaire actuelle d'Alexandre Benalla. Ouais. Alors, il a dit qu'il avait vu qu'il était d'origine marocaine. Oui. Je tiens juste à préciser que c'est vrai que on n'est pas sûr de sa confession, mais je tiens juste à ajouter que par exemple Gad Elmaleh, lui se dit marocain.
Oui, Juste alors une petite remarque. Hein. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, moi, j'ai cherché un peu Alexandre Benalla. Moi, je pense qu'il y a des liens, selon ce que j'ai trouvé, avec la LDJ. Je sais pas si. C'est ce qu'on est en train de chercher. C'est ce qu'on est en train de chercher et c'est pas improbable cette Voilà, histoire. on n'a pas Parce encore que ce nom trouvé. me dit quelque On chose. n'a Hein. pas Je vous la le dis. preuve, mais je sais pas si on l'aura d'ailleurs un jour, mais à mon C'est sûr, on va avis. l'avoir. Non, mais moi, Parce que j'ai- c'est pas moi- le premier. Hein. C'est pas le Alors, premier. alors, le Souvenez-vous plus que étonnant. Il y avait Manuel Valls qui était bien entouré par la LDJ. Oui. Voilà, donc les officiers de sécurité, pas mal qui appartenaient à la LDJ, François Hollande également. On sait que ça fait longtemps qu'ils ont infesté ils tournent autour. l'Élysée et Ouais. Matignon. Oui. Ouais, Moi, ouais. ce qui m'étonne, c'est qu'en général, des noms comme ça, quand vous tapez, vous trouvez tout de suite une page Wikipédia qui vous raconte une partie de la vie fausse ou vraie. Ce monsieur, Oui, c'est vrai, ce exactement. monsieur, Il faut faire le tri. voilà, à ce monsieur jusqu'à midi, il n'y avait pas. Ce qui est quand Oui, même oui, mais- étonnant. Et moi, ça m'étonne pas parce que je vous dis, c'est pas la première Non, fois ce sont des qu'il y a gens la qui LDJ agissent qui cachés. est concernée par ce genre d'affaires. Ouais. Donc voilà, c'est une. Après, on va attendre, on verra bien. Merci Karim pour la remarque. Et à vous. À bientôt Karim depuis Continuation. Tremblay et bonnes vacances à vous. 01 40 33 9000 dans un instant, on va parler d'une autre affaire, celle de Tariq Ramadan, puisque là, Ndayari qui a été confronté à Tariq Ramadan, ça a duré plusieurs heures. Et sa version est partie en cacahuète, si je peux m'exprimer ainsi, parce que le jour où elle déclare avoir été violée par Tariq Ramadan, le problème c'est que son frère dit qu'elle était à son mariage, le 26 mai. Donc ça pose problème. Du coup, l'avocat de Tariq Ramadan à juste titre a dit il n'y a plus d'affaire Ndayari, a demandé la remise en liberté de Tariq Ramadan. Celle-ci a été refusée aujourd'hui. Ils n'ont pas tardé pour répondre. On en reparle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Il reste cependant accusé par d'autres femmes, notamment en Suisse, aux États-Unis et je crois 2 autres en France. À tout Et de la suite. justice française ne s'occupe ni des États-Unis, Absolument, non, mais je précise. ni des Ça Suisses. porte des faits. À tout de suite. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, et avec Tarek Mami. Parce ici que présent. même hors antenne, on continue à discuter. Hein. Oui, absolument, heureusement. Alors tiens, un petit zapping de ce qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio, parce qu'il s'en passe des choses, et il est bon parfois de se réécouter tout cela. Et justement, affaire Alexandre Benalla, Benoît Hamon, qui s'est exprimé et donne son avis sur un scandale, c'est ce qu'il considère en tant que tel. Écoutez. Le ministre de l'Intérieur, c'est pareil, il est en charge de l'ordre public, il doit garantir l'ordre public et on découvre qu'il a dissimulé des faits qui étaient répréhensibles aux yeux de la justice, qu'il a laissé la police nationale héberger des comportements qui sont des comportements inacceptables avec usurpation du statut de policier, exercice de la violence et répression du mouvement social pour ce qui concerne M. Benalla et son collègue. Il ne portait pas un brassard de police sans qu'on l'ait autorisé. Il n'a pas exercé ses violences au milieu de policiers sans être autorisé. Et ce qui est terrible pour la police nationale, c'est que parfois on lui reproche des violences qu'elle commet, mais là en l'occurrence, on lui fait porter le chapeau de violence qu'elle n'a pas commis elle-même. Et c'est, je crois, un vrai scandale. Au fond, il n'y a pas tellement d'affaires Benalla, il n'y a qu'une affaire Collomb et une affaire Macron, puisque les faits étaient connus depuis le 1er, sinon le 2 mai. On peut imaginer que si la police n'avait pas su et deviné que Alexandre Benalla avait été filmé, il n'y aurait pas eu de mise à pied. Tout cela aurait pu continuer comme avant. Il n'y a eu qu'une simple mise à pied et désormais un licenciement parce que les médias ont fait leur travail et ont découvert le poteau rose. C'est honnêtement un scandale sans précédent. Au-delà des faits eux-mêmes, l'attitude du président de la République et du ministre de l'Intérieur sont parfaitement scandaleuses. Alors, cette position de Benoît Hamon, Tarek Mami, vous la partagez? Oui, parce qu'en démocratie, quand on est ministre de quelque Il a chose... tout résumé là pour le coup. Non, mais quand on est ministre de quelque chose, on assume. On assume même quand on n'est pas responsable. C'est-à-dire que on peut considérer qu'il y a un dysfonctionnement parce que ce monsieur a obtenu des autorisations de la part de la préfecture de police de Paris. Et donc, le ministre aurait pu, en démocratie anglaise, par exemple, destituer le préfet et c'est de mettre démissionner derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise habitude dans la police française. La police française, la préfecture de police, accorde des autorisations, soi-disant à des observateurs, pour regarder comment la police travaille. Et parmi les observateurs, cher Christophe, il y a des professeurs, des chercheurs universitaires. Et au prétexte
que dans le cadre de leur travail, il faut qu'ils soient sur le terrain, on leur donne cette autorisation. Or, si on considère que le monopole de la violence et de la répression appartient à l'État, ne peut être sur place que les représentants de l'État. Tous ceux qui ne sont pas représentants de l'État, à mon sens, peuvent aller à ces manifestations à leur risque et péril. Je dis ça en qualité de journaliste, y compris qui a fait beaucoup de manifestations avec le brassard presse. Et quand la police veut vous protéger, cher Christophe, elle vous intègre et elle vous protège. Et quand elle, pour des raisons toujours inexpliquées, veut taper, elle tape aussi, des fois, des journalistes. Et donc, vous avez une contradiction dans le système français. Et tout ça, c'est l'héritage de la République française, faite d'un peu de colonialisme, d'un peu de paternalisme, d'un peu d'article 16, qui font la que guerre Macron... d'Algérie encore restée oui, dans oui, certaines tout à têtes, fait, bien sûr. Et qui fait que Macron ou pas Macron, tant qu'on n'a pas pris des mesures dans la loi et dans la pratique, parce que la loi est une chose, la pratique est une chose, sur le fonctionnement de l'État est reprochable et non pas de la République est reprochable et non pas de l'État est reprochable, et faire plusieurs séparations, y compris dans des décisions de justice. Pourquoi c'est une équipe à l'intérieur de la police qui enquête sur les policiers? Il devrait y avoir des gens indépendants. Non, mais ça doit être une commission à l'extérieur. Oui, absolument. Qui vient, on lui donne les dossiers et on l'autorise à interroger tout le monde, y compris le ministre de l'Intérieur. Y compris d'ailleurs pour le barreau des avocats. Oui, non, mais pareil. On fait toujours des commissions en interne pour s'autoprotéger. Voilà. Le jour où on fera des choses pour que ce soit des personnes indépendantes, y compris qui viennent ponctuellement faire une mission, après on l'accepte ou pas, la mission, on la discute. On peut faire appel devant les tribunaux. C'est-à-dire, si vous nommez, cher Christophe, pour surveiller la police, une commission. Ouais. La commission ne doit comprendre aucun policier. Elle doit comprendre des citoyens, professeurs, universitaires. Il faut ce qu'ils veulent comme liste. Ils rendent le rapport. Vous, ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à la Cour, au Conseil d'État, donc à un tribunal, qui juge les arguments des partis. Non, si vous nommez les mecs, alors éventuellement, peut-être que quelqu'un téléphone pour dire celui-là, on en a besoin parce qu'on est sur une très très grosse affaire de drogue, ou X, et donc on n'a pas besoin qu'il tombe aujourd'hui. On verra plus tard. Et donc, c'est ce sentiment d'autoprotection de tous les corps en France, pas que la police, les professeurs, oui, les avocats, les médecins. Attention. Vous faites une commission pour voir si un médecin a failli ou pas par des médecins. Vous prenez des médecins à la limite qui appartiennent à notre corps ou je sais pas quoi, mais en France, on aime bien être juge et partie et s'autodéfendre en groupe. Alors, amusez-vous à faire reconnaître une erreur médicale. Je peux vous garantir que ça prend des années. Hein. Et ça finit jamais d'ailleurs dans votre sens. Vous avez une affaire dont on parle plus aujourd'hui, mais je sais pas si elle est terminée, Christophe. C'est l'affaire Lambert au Conseil d'État. Elle est pas terminée. Ça fait combien d'années que ce monsieur est sur un lit dans une bataille entre les parents apparemment qui veulent qu'il décède et l'épouse qui veut qu'il survive, ou le contraire, hein, ouais, je sais plus, pas. Voilà. Mais c'est quoi ces histoires? Pourquoi on tranche pas? On n'a pas pensé à une chose peut-être dans cette affaire Alexandre Benalla. Est-ce que ce monsieur finalement a été protégé parce qu'il a des informations confidentielles, des informations importantes qui pourraient mettre à mal, j'allais dire, l'État ou qu'aux caisses? Non, on peut l'imaginer ça? Oui, pourquoi pas? Moi je pense que c'est autre chose plus simple, Christophe. Quand vous êtes... On explore toutes les pistes, hein, après. Oui, tout à fait. Quand vous êtes comme M. Macron, candidat qui veut lancer dans une première élection sans jamais avoir été élu auparavant, vous pensez à qui? Vous pensez, j'allais dire, aux 30 premiers qui ne font pas partie de votre cercle et qui viennent vous soutenir. Ceux-là, vous êtes leur... vous leur rendez des comptes. C'est grâce à eux aussi que vous avez gagné. Et je pense que cette dimension de relations humaines, d'ailleurs on le voit avec Trump. Trump, c'est tous ceux qui l'ont aidé quand ils sont arrivés à la Maison Blanche, ils ont découvert l'autre Trump et il les a dégagés ou ils se séparaient de lui. En France, on n'a pas cette tradition. Bayrou a quand même été dégagé rapidement. Comment? François Bayrou. Oui, voilà. Non mais ça c'est le contre-exemple. Donc on comprend pas que Bayrou et la dame qui était avec lui, qui était ministre de l'armée, comme ça, en quelques jours ils sont partis. Ils sont partis. Est-ce qu'on les a virés ou est-ce qu'ils ont tiré la conséquence de leur position? Mais celui-là, il aurait dû être viré depuis le 1er mai avec son collègue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vais dire, pourquoi l'opération aujourd'hui manipulation et pourquoi, quand ils étaient deux, l'un a été licencié alors qu'il n'a pas commis de violence et c'est lui qui commet la violence n'est pas licencié. D'ailleurs, je sais pas s'il est toujours en garde à vue ou pas. Si, ils sont tous les deux en garde à vue. Non, mais encore à cette heure-ci, est-ce qu'ils ont été relâchés? Il n'y a pas d'informations qui précisent qu'ils ont été relâchés pour l'instant. Donc ou envoyés devant un juge. Ouais. Et donc, on revient par contre à l'affaire Tariq Ramadan qui était là avant la pub.
pub. Et manifestement, sa demande a été rejetée. Oui, ça a été très vite. Ça, oui. Et moi, mon pronostic, il sera libéré. Alors, on va en parler dans un instant, si vous voulez bien. Voilà, entre fin septembre et fin novembre, et par la cour d'appel, parce que les juges, ils sont rentrés dans une impasse où ils se sont enfermés, et ils ne veulent pas, c'est reculer. Parce qu'ils savaient dès le départ, ils avaient des doutes, mais bon, je pense qu'avant la fin de l'année, il sera dehors. Alors, on va juste faire un petit tour par l'Assemblée nationale, parce qu'en toute discrétion, il se passe des choses. Oui. En ce moment, on parle de la Constitution notamment. C'est prévu, oui. Et autour du nombre de parlementaires aussi, et ça Moins fait débat. 30%. Écoutez, petit extrait de quelques députés en colère. Moins 30%. Le gouvernement doit accepter les contre-pouvoirs, la séparation des pouvoirs et pouvoir compter sur des parlementaires implantés, enracinés dans leur territoire. Vous êtes en train de diminuer le pouvoir du Parlement et vous usez, et monsieur le rapporteur général l'a fait tout à l'heure, en appelant aux Français et aux Françaises du pire des antiparlementarismes. Et pour ça, c'est un vrai problème très grave que vous êtes en train de faire. Vous n'avez aucune justification, sauf que de renforcer le pouvoir de l'exécutif. Votre temps de parole est écoulé. Vous ne dites même plus que c'est pour des raisons de coût, pour des raisons d'économie, vous ne le dites même plus. La vérité, c'est pourquoi on va passer à 400, parce que c'est le caprice ou le désir du président. Et parce que ce que nous avons aujourd'hui de cette assemblée, ce sont les valets de l'Élysée. Vous êtes, l'exécutif avait besoin de saboteurs de l'intérieur, et vous êtes aujourd'hui ces saboteurs. Je ne peux qu'être surpris, et je pense beaucoup de Français avec nous, de postuler que nous voudrions... comme ça, porter atteinte à la démocratie, à la représentativité. Et vous décrivez tout ça avec une emphase qui est surprenante, alors même qu'il y a quelques mois, les uns et les autres, vous défendiez des candidats qui voulaient diminuer le nombre de parlementaires. C'est Richard Ferrand qui s'exprimait en dernier. Alors, ça fait débat et on parle de la Constitution. D'ailleurs, il y a quelques députés qui dénoncent le temps de travail, le travail imposé à quelques jours des vacances. On doit travailler 7 sur 7. On nous réduit maintenant le nombre de sujets. Maintenant, alors, certains disent que les sujets en discussion à l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui les donne. Oui, tout à fait. C'est la règle depuis 5 ans. Que les amendements vont être de plus en plus réduits. Et que les groupes d'opposition vont pouvoir faire de moins en moins finalement d'amendements et de réclamations. Donc voilà, ça beaucoup s'en étonnent. Christophe, je suis journaliste et je suis dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. Vous êtes député, je vous pose la question. En France, il y a combien d'habitants? 65 millions. Ok. Aux États-Unis, il y en a combien? J'en ai pas la moindre idée. Oui, mais en gros. Je sais pas, 80. 350. 350, oui, bon. Peut-être. En France, il y a combien d'élus entre sénateurs et parlementaires? En plus de 1000. Hein. Aux États-Unis, il y en a combien? Je sais pas. 550. Ouais. Bon, alors, vous prenez ce ratio, on va vous expliquer que c'est pas la même chose. Hein. Un pays avec 350 millions a en gros 550, partagé par le nombre d'habitants. Vous voulez dire qu'il y a trop de députés, quoi? Ben, les chiffres sont là. Vous avez au Sénat français, je crois 350 ou un truc comme ça. Vous avez le Sénat américain, qui est l'institution la plus forte. Et des fois, avant le président de la République américaine, il a 100 sénateurs, avec 2 sénateurs par État là-bas, on dirait ici aujourd'hui par région. C'est-à-dire que si on appliquait le système américain, on aurait un Sénat de 46 personnes. Alors, autre... Et c'est vrai, là où il a raison, le porte-parole donc de la République en marche, c'est que tous, y compris les Républicains avec Fillon, Bayrou, le Parti socialiste, pendant la campagne, tout le monde était pour diminuer le nombre. Aujourd'hui, ce sont les perdants qui ne veulent plus perdre. On passerait de 577 à 400. Oui, pour les députés. Oui, pour les députés. Et la même chose de l'autre côté, donc on passerait de 300 ou 400 à 320, disons. Alors, donc on resterait quand même à peu près 700, hein, quand même. Pour 60 millions. Combien chacun touche? À peu près 6 000 euros. Non, mais voilà. Non, en gros, plus 12 000, enveloppe. Oui, 12 000 euros en gros par mois. Voilà. Alors, multipliez par, et là, vous avez les économies à la place des 5 euros que M. Macron et les autres ont pris dans le PL des plus pauvres de ce pays. Alors, autre chose dans le zapping, c'est une rencontre cordiale, Tarek Pami, entre Viktor Orban, le Hongrois, et Netanyahou.
C'est un reportage de Euronews que je propose d'écouter qui résume cette... De fascistes. Netanyahou Orban, deux chefs d'État unis par une alliance stratégique. D'un côté, l'Israélien voit en la Hongrie un partenaire intéressant sur le dossier palestinien. De l'autre, le Hongrois cherche à faire oublier les accusations d'antisémitisme qui le visent. Une rencontre cordiale à peine imaginable il y a quelques années. Mais le contexte a changé. Il y a désormais un ennemi commun, l'islam dit radical. Nous comprenons tous les deux que la menace de l'islam radical est réelle, qu'elle pourrait mettre en danger l'Europe, qu'elle pourrait mettre le monde en danger. Elle nous met en danger ainsi que nos voisins arabes. L'Europe connaît une crise migratoire et terroriste. Les terroristes exploitent les routes des migrants afin de venir en Europe et nous devons prendre des mesures contre ce phénomène. Le message est clair, tous unis contre l'islam radical, alors même que le nouvel allié de Tel Aviv qualifié il y a encore un an, Miklos Horthy, le dictateur hongrois allié d'Hitler, d'homme d'État exceptionnel. Des remarques qui ne semblent plus beaucoup déranger, même parmi les religieux israéliens. J'apprécie notre amitié et les mots que vous avez eus à l'égard de l'antisémitisme qui se développe malheureusement en Europe. Vous êtes le rempart contre cet antisémitisme. La visite s'est ensuite conclue par un temps de recueillement au mémorial de la Shoah de Jérusalem. Contrairement au protocole habituel, Viktor Orban ne devrait rencontrer aucun représentant palestinien. La messe est dite. Entre fascistes. Ouais. Est-ce que j'ai complété votre phrase, Christophe? Oui, entre fascistes, effectivement. Voilà, donc pour cette rencontre improbable, il y a encore quelques mois, et qui pourtant maintenant s'est faite tranquillement. En fait, vous vous rappelez, cher Christophe, quand j'ai fait le papier sur le cholestérol, et l'antisémitisme, le bon et le mauvais? Oui. On est très exactement là-dedans. Aujourd'hui, Israël a une superbe vision idéologique. Tous ceux qui sont contre l'Iran, tous ceux qui sont contre l'islam en général, dits extrémistes, sont leurs amis, quand bien même ils sont en comment dire qu'ils sont plus antisémites que les antisémites. Pour finir ce zapping, vous savez, on n'a pas encore parlé de Tariq Ramadan. On en parle dans un instant, tout de suite, vous inquiétez pas. On en a parlé avec elle puisqu'elle était notre invitée lundi dernier, Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré. Et puis on dirait, et oui, c'est ça. Demain, il y a la manif. Demain, marche à partir de 14h au départ de la gare de Beaumont-sur-Oise. En tout cas, Assa Traoré ainsi que le collectif Vérité pour Adama bénéficient, et tant mieux d'ailleurs, d'une belle couverture à l'image de Assa Traoré qui était l'invité de France Info TV. Comment se fait-il qu'un jeune homme, que mon petit frère meure le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, que beaucoup de mensonges ont été démontrés, que les témoignages des pompiers aujourd'hui vont révéler que les gendarmes vont mentir délibérément et qu'il n'y a toujours rien. Pourquoi les gendarmes ne sont toujours pas été entendus par la justice? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on puisse mourir dans des conditions pareilles? Aucun acte n'a pu être fait en un an. La reconstitution, nous sommes dans cette attente, dans l'attente de la date de la reconstitution par rapport à la conclusion d'expertise. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la juge ne devrait même pas attendre cette conclusion d'expertise. 3 expertises sont sorties qui viennent dire que mon frère est bien mort asphyxié. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est inacceptable. C'est un déni de justice et de la volonté d'étouffer l'affaire de mon frère avec le temps. Assa Traoré, donc sur France Info TV, et rendez-vous donc demain à 14h à Beaumont-sur-Oise pour cette marche annoncée depuis longtemps, et à l'appel d'ailleurs de quasiment tous les partis de gauche, sauf le Parti Socialiste. Voilà. Le sauf est important. Ah oui, non, absolument. Tous les partis de gauche, sauf le Parti Socialiste, donc de la France Insoumise, en passant par les écologistes, le Parti communiste, les syndicats. Voilà, c'est ça. Tous, sauf effectivement le Parti Socialiste. Voilà. Ils se sont peut-être pas concernés par les violences policières. Ah, peut-être pas, effectivement. Alors dans ce cas, son ancien dissident, Monsieur Hamon, La Génération, par contre, fait appel à la manifestation. Oui, d'accord. Voilà, Génération fait appel. Alors, on en parle de cette affaire Tariq Ramadan parce que il y a eu un élément important qui est survenu hier, je crois. C'est cette confrontation tant attendue que la première plaignante. Donc, non, mais la première confrontation. Et la première confrontation, puisque la première confrontation qui devait avoir lieu, elle l'avait refusée. Oui.
Elle l'a accepté hier. Et comme elle l'a refusé, on laisse le monsieur qui lui était disponible pour la confrontation en prison en attendant. Présomption d'innocence. Oui, on inverse les rôles. On aurait dû la mettre elle en prison jusqu'à ce qu'elle accepte la confrontation. Mais bon. Bon, elle l'a accepté hier, sauf que enquête a été faite et que selon Le Point, le jour où elle affirme avoir été violée, alors excusez-moi, je vais peut-être m'avancer un peu, mais quand on se fait violer, on se souvient quand même de la date, normalement. On rappelle d'ailleurs que disons que quand on a été traumatisé par quelque chose, la date reste éternelle. Alors au départ, elle a été violée en mars, puis elle est revenue sur ses déclarations en parlant d'un 26 mai. Problème, c'est que son frère déclare que le 26 mai c'était son mariage et qu'à son mariage il y avait Anda Yari et ses 3 enfants qui étaient présents. Mais la police a vérifié à la mairie et c'était bien la date du mariage. Donc selon l'avocat et en toute tranquillité, il a dit il n'y a plus d'affaire Anda Yari. Il a demandé une remise en liberté de Tariq Ramadan, puisque donc dans cette affaire il semblerait que c'est elle qui était la principale accusatrice, la principale accusatrice, donc ça tombe à l'eau quelque part. Donc peut-être que l'avocat s'est dit à juste titre que en attendant qu'on termine les 2 autres affaires des 2 autres femmes, que l'enquête soit terminée, etc., on va peut-être libérer Tariq Ramadan. Donc ils ont demandé une remise en liberté hier après la confrontation. La réponse n'a pas tardé, Tariq, puisque aujourd'hui, aux alentours de 15h, on reçoit une dépêche. La remise de demande de liberté de Tariq Ramadan est refusée. Il reste toujours en prison. Par les 3 juges. Par les 3 juges. Donc, il va y avoir l'appel en cours. C'est la règle. Et moi, je pense, je l'ai dit depuis le départ, que monsieur Ramadan aurait, j'allais dire, une dizaine de mois de prison préventive pour le casser, pour le salir. Je ne dis pas c'est ça. Fait là, déjà. Non, mais voilà, je ne dis pas ça en justifiant ce qu'il a fait, ça c'est à la justice de faire. J'ai dit ça en ne niant pas le droit des victimes de se défendre, de poser plainte et d'aller jusqu'au bout du système. Mais je dis ça parce que cette affaire a tout d'une affaire politique, tout d'une affaire idéologique et beaucoup moins d'une affaire judiciaire, parce que vous avez le fait de rapatrier la première plainte qui a eu lieu plutôt du côté de Rouen, ou en tout cas pas de Paris, avec un procureur qui la rapatrie. François Molins. Oui, spécialiste du terrorisme. Principalement. Ouais, absolument. Là, il vient d'être upgradé, comme disent les jeunes. Il a eu le gros lot, là. Il a eu le gros lot, il a eu une grosse promotion. Voilà. Cette histoire restera définitivement dans la tête des gens comme une affaire politique et non pas comme une affaire judiciaire, quel que soit le comportement de M. Ramadan par ailleurs. Mais Tariq, comment expliquer que les médias, qui ont effectivement appuyé au tout début de cette affaire, on se rappelle évidemment lorsqu'il a été mis en prison, ils ont bien couvert le truc. Le jour où effectivement il y a une des accusatrices dont les arguments s'effondrent pour le coup hier, personne n'en parle ou pratiquement pas. Je vous rappelle, à part quelques presses presse écrite notamment. Oui. Je vous rappelle, Christophe, ce que je vous ai dit il y a quelque temps, où un ministre en exercice, je crois que c'était du temps de M. Giscard d'Estaing, un truc comme ça. Il y a eu un grand scandale, son nom était étalé. Et le jour où il va au tribunal et que le tribunal l'innocente, il écrit une lettre à la presse. Il leur dit: je vous prie de bien vouloir ne rien dire sur le fait d'avoir été relaxé, parce que vous avez écrit tellement sur moi en me condamnant avant même que la justice ne se prononce, qu'un entrefilé que vous allez faire ne change rien. Alors autant ne rien écrire et laisser les gens garder en mémoire ce qu'ils veulent. Mais cette presse n'est pas capable de s'autocritiquer et de dire peut-être qu'on a peut-être été un peu trop vite sur le coup. Parce qu'en France, Christophe, il y a des journalistes qui se battent pour créer ce qu'on pourrait appeler un conseil de déontologie. Oui. Et ils n'arrivent pas parce qu'il faut d'abord qu'ils se mettent entre eux, il faut que la loi l'autorise, il faut que le patron l'accepte. Donc le CSA se bat, et des fois de temps en temps il faut rendre quand même hommage au CSA sur le fait d'avoir imposé ce qu'il peut appeler les comités déontologiques, surtout pour les télés et les grandes télés. Et on a vu que pour Canal+, le président de Canal a plutôt désigné tous ses copains que le CSA a rejeté, et donc il y a un travail à faire du point de vue déontologique, parce que la presse en France, comme des fois des gens le disent, n'est pas responsable de ce qu'elle écrit à partir du moment où elle amène, j'allais dire, la preuve qu'elle était de bonne foi quand elle a enquêté. Donc c'est dramatique, les journalistes écrivent beaucoup, et ça fait aussi vendre
du papier, on disait ça à fond. Aujourd'hui, ça fait regarder les écrans pendant des heures et des heures quand vous prenez la même info. Et le drame de la presse française aujourd'hui, c'est que sur tous les médias, en tout cas les télévisions d'information continue, vous avez la même information qui tourne et elle va tourner pendant 2-3 jours et après elle va disparaître au profit d'une autre sans jamais revenir à l'analyse. Moi, ce qui me scandalisait cette année, c'est qu'on accorde autant de temps au décès de Johnny, quand il y avait un grand écrivain qui était mort le même jour, et quand il y avait surtout l'américain Trump qui déplaçait l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'était l'annonce. Oui. L'annonce. C'était l'annonce parce que l'ambassade s'est transférée au mois de mai. Voilà. Et en tout cas, c'est une honte que de consacrer autant de temps au décès d'un grand chanteur, d'un grand artiste, sur des événements qui construisent l'avenir du monde, y compris de la France demain. Alors, la fête Tariq Ramadan, quand même, ça soulève pas mal de questions, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a appris au travers d'une enquête excellemment bien faite d'ailleurs de Mediapart, concernant Luc Besson. Vous êtes au courant qu'il y a 4 femmes qui l'accusent de viol. C'est pas une, c'est pas deux, c'est 4. Si on prend aussi l'affaire Darmanin, si on prend l'affaire Nicolas Hulot, c'est un petit peu différent. Aziza, voilà. Il y a 2 poids 2 mesures, Tariq. Au bout d'un moment, on peut plus dire aux défenseurs de Tariq Ramadan, vous avez tort. Non. Il y a 2 poids 2 mesures. Alors après, pour faire populiste et simpliste, si vous tombez au bon endroit au bon moment, la foudre vous rate. Et si vous trouvez au mauvais moment, au mauvais endroit, la foudre vous frappe. Et quand la foudre vous frappe, c'est difficile de se relever. Espérons pour Tariq Ramadan qu'il ait droit au moins à un procès juste quand il passera devant la justice, parce qu'on pense qu'il n'a pas eu une détention et une enquête préliminaire juste. Et rappelons d'ailleurs que Thierry Solaire, qui a été placé en garde à vue cette semaine, est sorti mercredi soir pour des raisons de santé. Sarkozy alors. Sarkozy qui est sorti pour des raisons de quoi d'ailleurs, de protocole. Ouais. Il rentre. C'est une première d'ailleurs. Première. J'espère qu'elle ne restera Tariq pas Mami, si on vous met en garde à vue, ce que je vous espère pas évidemment. À minuit. À minuit, est-ce qu'on vous laisse sortir? Je ferai un scandale. Je change de nom. Je m'appelle Nicolas Sarkozy. J'exige de partir. Paul Bismuth aussi, vous pouvez prendre. Oui, les deux. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Nicolas Sarkozy, ça suffit. Je dirais, je parlerai plus jusqu'à ce que j'aille dormir 8 heures chez moi et après je reviendrai. Et on me fera pas comme Tariq Ramadan. Je suis de nationalité française, donc on va pas dire que je veux m'échapper parce que par ailleurs je suis tunisien. Abdelrahman, bonsoir. Oui, bonjour Christophe, bonjour monsieur Tariq Mami. Bonjour monsieur. Je voudrais juste dire un mot par rapport à Tariq Mami. Moi, je pense qu'il a été condamné pour son engagement politique au sein de la communauté musulmane. Tariq Ramadan, vous voulez dire, pas Tariq Mami, il n'a pas été condamné. Ça viendra. Non, je parle de Tariq Ramadan. Oui, non, parce que vous avez dit Tariq Mami, c'est pour ça. Je parle de Tariq Ramadan. Oui. Donc, mon avis, ma lecture par rapport à ce procès, c'est qu'il a été condamné par rapport à son engagement avec une communauté musulmane, un engagement politique. Donc c'est par rapport à ça, parce qu'il n'a pas eu quand même un procès équitable. Il n'y a pas eu de procès encore. Le procès n'est pas là. On est que dans la phase préliminaire du procès. Ouais, on est dans l'enquête là. Non, il est présumé innocent. Donc je vois pas pour quelle raison on le garde en mandat dépôt, parce qu'on garde en mandat dépôt un terroriste, une personne qui est dangereuse, un criminel, etc. Donc je vois pas la raison pour qu'on garde un monsieur comme ça pendant 5 mois en mandat dépôt, alors que l'enquête elle n'est pas encore bâclée. Donc il a été condamné à l'avance, sans être jugé. Et puis quand on voit d'autres procès récemment, par exemple, on avait 5 personnes qui ont été interpellées par la police nationale, et ces 5 personnes préparaient quand même des attentats contre la communauté musulmane et contre les lieux de culte. Ils ont été relâchés. Il les a libérés. Donc ils ont été relâchés. Absolument. Tous les 5. Non, ils étaient 10 au total. Ils les a libérés en liberté conditionnelle. En liberté conditionnelle, effectivement, vous avez raison. Ça s'est passé inaperçu aussi. Voilà. Merci Abdelrahman. Non, mais je complète juste que le problème de Tariq Ramadan, c'est qu'il n'est pas présumé innocent, il est présumé coupable. Présumé coupable par la presse, par les... Et ça, c'est l'inversion de la règle juridique de droit en France. C'est ce qui n'est pas normal. Pub, et dans un instant, on termine tranquillement ce LGF sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, nous sommes le 20 juillet et apparemment Tariq, la France s'apprête à partir en vacances, ça a déjà commencé d'ailleurs un petit peu, à tel point que d'ailleurs Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs, au départ donc des grandes villes, de la capitale et des grandes villes.
direction donc la plupart du temps la mer, et puis pour ceux qui prennent l'avion pour aller donc par exemple au bled comme on dit, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, pour passer de bonnes vacances. Qui plus est, cher Tarek, cette année la chance est que l'Aïd tombe en plein mois d'août, l'Aïd Kbir, donc beaucoup ont fait le choix aussi d'aller fêter l'Aïd au bled qui a, il faut bien le reconnaître, une autre saveur lorsqu'on est en Tunisie, en Algérie, au Maroc pour fêter l'Aïd, non? Cher Christophe, vous savez que moi j'aime bien déconstruire les discours. Vous savez, quand on dit aujourd'hui il va au bled, ou blédard, qui est le mot français, mais va au bled. C'est pas péjoratif. Hein. Si, c'est très péjoratif quand on dit va au bled. Dans la langue arabe littéraire, bled, c'est... Ça ne l'est pas dans ma bouche en tout cas. Non, mais bled, faut que les gens le savent, c'est El Biled. El Biled, c'est la ville à la base. Après, c'est devenu le pays. Et à la ville, c'est ce qui était dans l'histoire des Arabes, des musulmans, la modernité par rapport donc à la zone rurale. Et la colonisation française, quand les gens de bonne foi ils disent je vais aller au bled, c'est-à-dire l'originaire de Djerba, l'originaire de Tataouine, l'originaire du Kef, il va au bled, c'est-à-dire à sa ville d'origine. Ouais. Et là, dans la langue française, c'est devenu péjoratif. Le bled, c'est l'endroit où il n'y a rien. C'est comme je vous expliquerai à la rentrée, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est que la notion du travailleur arabe dans l'histoire et comment on le perçoit aujourd'hui. Ça tombe bien, cher Christophe, parce que vous voyez dans la dans la bulle de cristal ou dans la boule de cristal. En ce qui me concerne, c'est la dernière de LGF de cette année. Et puisque le vendredi prochain je serai pas avec vous et qu'au mois d'août je ferai pas d'LGF non plus, donc c'est un. Ah oui, vous allez partir en vacances aussi, vous. Bah, je vais comme vous, cher Christophe, ouais. Comme tout le reste. Donc c'est mon dernier LGF qui était à la fois sérieux et avec un peu d'humour pour à la fois donc dire les choses telles qu'on les pense, mais en même temps donner cette dimension, j'allais dire, de légèreté, parce qu'il faut bien partir en vacances de temps en temps. Et il n'y a que ceux qui ne sont jamais partis en vacances pour faire la coupure. Mais il y en a. Oui, malheureusement, oui. Qui ne savent pas ce que c'est que le goût des vacances quand ils y vont. Et donc, j'encourage ceux qui ont les moyens financiers, j'allais dire, de partir en vacances. Oui, c'est un coup. Hein. Là, c'est un coup. Ouais. Et vous savez, un jour, j'ai vu un philosophe tunisien et on parlait de notion de vacances et on arrivait, lui au moins, la notion, c'est quoi les vacances ? Les vacances, en fait, c'est pas le fait de voyager, Christophe. Les vacances, c'est le fait de ne pas avoir le même rythme de vie que le reste de l'année. Ah oui. C'est-à-dire que si vous levez tous les jours à 7 heures pendant toute l'année, le fait de dormir jusqu'à 9 heures, c'est déjà les vacances. Le fait qu'à midi, vous mangez systématiquement, que vous mangez pas à midi, donc c'est le changement de rythme de vie qui, aujourd'hui, dans notre monde moderne, s'appelle les vacances, parce que comme nous voyageons, ceux qui ont la chance de voyager toute l'année, donc si chaque fois qu'on voyage, on considère ça comme des vacances, ça tiendrait pas la route. De joindre l'utile à l'agréable, parfois. Oui. Et puis, c'est aussi un autre élément, les vacances, c'est aussi l'occasion d'être avec sa famille. Voilà. Alors, plus présent que le reste de l'année. Alors ça, c'est le plus important dans les vacances. Il me semble. Les vacances, c'est le moment où on peut passer du temps avec sa famille. Beaucoup plus de temps avec sa famille, ses enfants, c'est-à-dire avec sa volonté et avec plaisir de le faire. Parce que des fois, quand on le fait pendant le cours de l'année, on le fait passer un peu samedi, un peu dimanche, mais il n'y a pas cette longitude. Et d'ailleurs, les familles, aujourd'hui, dans des familles modernes, on se connaît en définitive pendant les vacances. Et c'est pendant les vacances qu'on découvre quelques, j'allais dire, traits de caractère mauvais des uns des autres, parce que dans l'année, on les voit pas, on se voit pas. On se côtoie à peine. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça, il y a une belle expression française. Je dis celui-là, je passe plus de temps avec celui-là, donc le collègue de travail, qu'avec ma femme ou mes enfants. Votre collègue de travail, c'est 8 heures par jour dans les administrations. Votre femme et vos enfants, c'est quelques minutes par jour. Voilà. Alors, quelques infos à vous rappeler, très important. Demain, 21 juillet, donc c'est la marche. Faut y aller. Pour Adama. Oui. Vous savez qu'il y a un bus gratuit qui va partir de la gare du Nord. Oui. Je sais pas à quelle heure, mais peut-être vous le connaissez. Je crois que c'est midi, mais il y a toutes les informations sur le Facebook de Vérité pour Adama. Voilà, ça c'est extraordinaire. Je salue d'ailleurs Youssef Brakni. Tout à fait, salut Youssef. Et courage. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand on s'organise en tant que société civile, on trouve les moyens de faire les choses. Et la mort d'Adama doit pointer à la fois les violences policières, mais aussi le dérèglement d'une partie du fonctionnement de la justice. Parce que, on disait tout à l'heure, cher Christophe, quand vous avez un corps professionnel qui produit sa propre commission pour faire l'enquête, ce n'est pas ça. Et si cette affaire Adama et d'autres font que demain les commissions soient externes et indépendantes, peut-être que la République y avancera. La République a avancé cette année, je le rappelle ici Christophe, par une décision du Conseil constitutionnel
qui dit que la fraternité est un principe de caractère justement constitutionnel et qu'on ne peut plus accepter dans ce pays le délit de solidarité, et que le délit de solidarité n'est applicable qu'à ceux de trafiquants qui gagnent de l'argent sur le dos des immigrés, et des immigrants en tout cas. Mais ceux qui aident d'une manière gratuite et par fraternité, ceux-là ne sont pas condamnés. Donc vous voyez comme quoi, chers auditrices, chers auditeurs, cher Christophe, que dans la République, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'injustices, mais de temps en temps, il y a ce que j'appelle moi une fulgurance, un trait de lumière qui fait qu'on peut toujours avoir l'espoir dans la République, parce que la République ne donne pas les libertés. Les libertés s'arrachent par le peuple. 1789 en France, 1905 et 1918 en Russie, 1954 en Algérie, et les révolutions, même si elles ne réussissent pas, c'est la volonté du peuple qui fait que il y a révolution. Dernière phrase, c'est l'hymne national tunisien qui aujourd'hui peut faire sourire ceux qui se prétendent islamistes, extrémistes jusqu'au bout. L'hymne national tunisien dit: quand le peuple décide un jour, le destin lui-même s'y plie. C'est-à-dire que la force des peuples est supérieure à celle du destin. Demain 14h donc au départ de la gare de Beaumont pour marcher pour Adama, et Youssoupha, qui est un rappeur très connu, a invité tous ses amis pour un concert après la diffusion d'un documentaire. À 19h le documentaire. Oui. En plein air. En plein air, absolument. Et donc voilà, on salue toute l'équipe, Assa Traoré qui est venu nous voir lundi, et Youssef Brakni qui est le porte-parole du collectif Vérité pour Adama, qui vraiment, pour le coup, pour l'avoir au téléphone régulièrement, il bosse sérieux le mec. Hein. Je salue Aziz de Marseille. Ouais, lequel celui qu'on connaît? Non, président de Radio Galère, qui fait beaucoup pour cette œuvre de fraternité, d'égalité, de liberté, et que nous avons eu à plusieurs reprises pendant le Ramadan, où il a profité des fameuses soirées du Ramadan, les Ramadaniyat, pour projeter des films comme celui-là sur l'histoire donc des peuples colonisés, notamment donc sur les Kanaks, la Nouvelle-Calédonie, la guerre d'Algérie, la Palestine et d'autres. Et dans cette société française, heureusement qu'il reste beaucoup de militants, de vrais militants, qui font ça par militantisme et qui ne font pas pour ça pour se retrouver dans les palais de l'Élysée ou au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et c'est à ceux-là, à tous ceux-là qu'on pense quand on parle de Adama, quand on parle de Tonsi, quand on parle Fofana, récemment à Nantes. Hein. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué que plus personne n'en parle depuis que le policier a avoué avoir menti. Oui, quand on parle de Ali et comment voilà, quand on parle des morts de Marseille de 1973 dont personne ne parle plus. Wissam Yamni à Clermont-Ferrand. Et tout ça qui ont amené à la fameuse marche pour l'égalité, manipulée encore une fois pour devenir la marche de beurre. Quand vous voyez le jeune Algérien jeté d'un train sur la route de Vintimille par des légionnaires français, quand vous voyez tous ces morts de la police, et vous avez rappelé l'autre jour, cher Christophe, qu'en moyenne il y a une douzaine de morts ou 14 morts par an par la police. 17 en 2017. 17, voilà, en 2017, soit plus d'un mort par mois. Ouais. C'est la République. C'est là où on lui reproche plein de choses, à côté de l'affaire Benalla, à côté du président Macron et de l'avoir couvert. C'est ça ce qu'on doit reprocher à la République pour que la République devienne peut-être, Inch'Allah, un jour exemplaire. Je vous souhaite à toutes et bonnes vacances, Tarek. Bonnes vacances, et surtout beaucoup de retrouvailles en famille. Et puis, je vous cache pas qu'on travaillera, nous, en août et début septembre, pour vous concocter un programme qui, j'espère, vous plaira encore plus que celui de cette année. Dans une demi-heure, notre ami Samir Abdeslam qui sera là pour l'émission Parler Islam. Vous allez pouvoir lui poser des questions, évidemment, à l'approche du pèlerinage là, qui approche à grands pas pour les départs, à l'approche de l'Aïd Kébir, pourquoi pas aussi, et toutes les questions évidemment d'ordre religieuse sur l'islam. Samir Abdeslam vous répondra dans une petite demi-heure. Merci d'écouter France Maghreb 2, et vous avez raison d'y rester, personne ne vous le reproche. On se retrouve nous lundi à partir de 16h, 18h03, le rappel de l'actualité de ce vendredi avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les débats à l'Assemblée nationale perturbés par l'affaire Benalla. Alors qu'ils discutent du projet de révision constitutionnelle, les députés de l'opposition exigent des explications du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Gérard Collomb qui avait été informé dès le lendemain des faits reprochés aux collaborateurs d'Emmanuel Macron. Mais la justice n'avait pas été saisie. C'est chose faite désormais. Alexandre Benalla est en garde à vue depuis ce matin et une procédure de licenciement est engagée par l'Élysée.
Circulation restreinte dans les zones les plus polluées. Soutien aux véhicules propres avec le renforcement des bonus-malus. Le gouvernement dévoile ses mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, présentées par les ministres des Transports et de la Transition écologique. Ces mesures doivent laisser une plus grande responsabilité aux collectivités territoriales. 19 départements d'Occitanie et d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange en raison de risques d'orage dans l'après-midi. Beaucoup de monde attendu sur les routes de France à l'occasion de ce 3e gros week-end de départ en vacances. Bison-Futé voit orange aujourd'hui partout en France et dans le sens des départs. Demain, ce sera rouge dans le sens des départs et orange pour les retours. C'est du jamais vu à Singapour, près d'1 500 000 dossiers médicaux volés par des hackers. Une cyberattaque sans précédent qui a visé une base de données de l'État. Les dossiers médicaux du quart de la population, dont celui du Premier ministre, sont entre les mains des pirates informatiques. 14 personnes ont été blessées, dont 2 gravement dans une attaque au couteau à bord d'un bus en Allemagne. Les forces de l'ordre font état d'une importante opération policière dans la ville. Cyclisme, le Tour de France, 13e étape, 169 km entre Bourdoisan et Valence dans la Drôme. Au lendemain d'incidents avec des spectateurs, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, lui appelle à la sérénité. Édouard Philippe, le Premier ministre, est présent pour les 60 derniers kilomètres. Il est dans la voiture du directeur du Tour. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.